effectivement, j'ai plusieurs petites choses à te poser comme question, notamment. Parce que tu as mis un sondage en place, à savoir avec une question clé. Seriez-vous prêt à consommer 100% Made in France en acceptant de perdre 300 à 500 euros de pouvoir d'achat? Voilà, c'est James, un sondage que j'ai posé sur YouTube et sur LinkedIn. Je vais vous donner les résultats. On a à peu près 200 personnes qui ont répondu. Alors, c'est infime, mais on voit un peu. Sur LinkedIn, j'ai une communauté qui n'est pas forcément import-export. Sur YouTube, voilà, on a une communauté qui nous suit pour l'import-export. Mais c'est important parce que voilà, on nous dit Made in France, mais consommer Made in France, ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir payer pour consommer du Made in France. Donc là, on voit les résultats. Sur les résultats, James, on est alors 75% en non, d'accord? 15% je ne sais pas. Ouais. En fait, sur ce genre de questions, tu sais ou tu ne sais pas, en fait. Tu as tes prêts, c'est qu'il y a un frein. Bon, bref, et 10% de oui. Donc, c'est intéressant parce que ces chiffres-là, même si c'est qu'une minorité, sincèrement, je suis certain qu'on le fait à grande échelle, surtout Oui. à cette période où tout a la tendance à augmenter. Je ne pense pas que le consommateur est prêt à renier encore une fois de plus 300 à 500 euros. Ce n'est pas possible sur son budget. Et c'est intéressant parce que c'est tout à fait différent de ce que nous mettent, par exemple, les médias en avant. Le Made in France, c'est un outil politique. On va y venir hein, dans ces questions que tu vas me poser. Oui. Mais on voit tout ça, James, parce que c'est intéressant quand tu vois LinkedIn, par exemple, c'est tout simplement toujours les entreprises Made in France. Tu vois, il suffit que tu fasses une paire d'espadrilles, d'accord, à Made in France, OK, et on va te mettre en avant, alors qu'à côté, tu peux être importateur et avoir des centaines de salariés. Tu, tu vas passer, tu vas être discret, quoi. On va pas te mettre en avant, quoi. Déjà, c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour-là parce que effectivement, même si c'est à petite échelle, je pense que ça reflète la manière dont pensent les Français. En tout cas, toute une grande classe sociale pense comme ça et pour cause. Et, et là, j'ai appuyé, James, uniquement sur le pouvoir d'achat, OK? Oui, En sachant que, on est face à une problématique, c'est qu'il n'y a pas l'industrie, il n'y a pas la matière première pour de nombreux produits, donc on aura toujours besoin d'importer de la marchandise et on aura toujours la même problématique, ce sera plus de l'assemblage, on ne sera pas sur du Made in France, mais on va y venir, quoi. exactement. D'ailleurs, pourquoi actuellement le Made in France semble prendre de l'importance? Parce que c'est vrai on voit encore de plus en plus de choses là-dessus, et même d'ailleurs sur YouTube. Le, le Made in France, James, c'est c'est un outil politique, d'accord? C'est un outil politique, euh, on montre du doigt, tous les produits qui sont importés, parce que voilà, on va dire tout de suite, ce qui est importé, ben, en fait, c'est une perte pour les entreprises françaises, on perd de l'emploi, bon bref, tu vois, tout est vulgarisé, ok? Et moi, j'appelle ça le fascisme commercial. Ça fait 20 ans, tu vois, que je suis dans l'importation. J'ai tout entendu à mon sujet. Quand j'allais au bistrot le matin prendre mon café, c'était tu travailles avec la Chine, ceux qui sont responsables de la désindustrialisation de la France, ils font travailler les enfants. Aujourd'hui, on te parle de la persécution des Ouïghours, d'accord? Et il faut reconnaître une chose, les amis. Souvent, le patriotisme, ça, sur YouTube, hein, je parle, le patriotisme que l'on voit, Made in France, acheter français, la France, nanana. Voilà, c'est la montée aussi des fascismes que l'on voit, des fascistes que l'on voit sur YouTube, les néo-droitards, etc. Ils sont beaucoup, ils sont de plus en plus. Alors, ils sont
pas plus nombreux, mais ils sont plusieurs. Et on voit qu'il y a une communauté derrière, une grosse communauté de… Bah, on ne va pas se voiler la face, on voit bien le chiffre du Rassemblement national, Bien sûr. d'accord. Bien sûr. Euh, Bah, en Italie aussi, hein. En Europe de manière générale. Hein. Exactement, et on voit aussi ces personnes-là se féliciter du résultat de l'Italie, tu vois, je ne sais plus le nom de la nana, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, Moi, je mais, sais plus non plus, mais oui. ça représente voilà, la mentalité de beaucoup. Vous savez, les amis, l'image de GITC, on est… là, pour ma part, je n'aime pas avoir ce rapport race, couleur, etc. Il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'origine, on est humain, d'accord. Aujourd'hui, il faut des identités dans tout. Identité de genre, quelle religion, quelle nationalité, quelle origine. Ça, on s'en fout, quoi, en fait. Et nous, on représente bien, en fait, l'image GITC du business international. Là, tu fais du business avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Indonésie, tu vas en Europe, d'accord? Moi, je vendais à la communauté juive, communauté maghrébine, etc. En fait, on ne s'est jamais posé la question de… On fait du business, on est sur le même bateau. Parce que dans tout ça, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent… vous connaissez cette expression diviser pour mieux régner. Et c'est facile c'est facile de se dire, en fait, le problème, il provient de l'immigration, qui provient de ceci, etc. Et tout ça se rapproche. On voit, par exemple, des youtubeurs néo-droitards qui vont défendre le Made in France et des personnes achètent leurs t-shirts et ils se retrouvent avec des t-shirts floqués en France, mais avec l'étiquette fabriquée au Bangladesh. Là, donc, même eux, en fait, ne comprennent même pas, ne maîtrisent pas le sujet. Ils vont te dire, il faut acheter français, acheter français. On est dans un pays, il faut le dire, moi je le répète, hein, un pays fasciste commercialement parlant, où tout ce qui ne serait pas produit en France serait synonyme, en fait, voilà, de trahison, de perte d'emploi et j'en passe, alors que c'est tout autre, c'est tout autre. En parlant de ça, d'ailleurs, quels sont les chiffres du commerce extérieur pour la France? Parce que Voilà, c'est assez ça intéressant. c'est intéressant, James, euh, parce qu'on pourrait s'imaginer, au niveau de la balance commerciale, qu'il y a une grande différence entre l'import et l'export. Et en fait, si on regarde les chiffres du commerce extérieur, on va prendre 2021, les exportations de biens représentent à elles seules 500,9 milliards d'euros, alors que les importations de biens s'élèvent à 585,6 milliards d'euros. OK? Maintenant, on va se dire, si on calcule comme ça, on se dit, bon, il y a quand même une différence de 85 milliards. Mais il faut prendre en compte que ces 85 milliards, ils sont taxés par les droits de douane. On va y venir après. Mais… Donc, on peut taxer à peu près, on va faire simple, on va taxer à 10%. Donc, sur ces 85 milliards, en fait, c'est 58 milliards, excuse-moi. Non, c'est 85 milliards, excuse-moi, de différence. Mhm. Bah, tu enlèves déjà 10% de taxes. Et puis après, attention, il y a beaucoup plus. Hein. Parfois, on va prendre l'exemple du vélo, tu as 60% de taxes. Là, 10%, c'est vraiment une fourchette bâtarde, on va dire. Et puis après, il y a tout ce que ça apporte, le fait aussi d'importer la marchandise. Voilà, ça crée aussi de la richesse dans le pays. Il y a de la TVA, tout ça, parce que on va aussi faire travailler les sous-traitants, quoi. Donc, tu ne peux pas souhaiter, James, tu ne peux pas souhaiter consommer du Made in France, d'accord? Et à côté, exporter tes produits. C'est du donnant-donnant. Il y a des règles dans le business, et ça, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Tu as des règles dans le business. Si tu veux que tes produits soient exportés, il faut en contrepartie accepter d'importer, d'accord? Mhm. Il y a Mhm. des échanges entre les pays, des accords commerciaux. Si demain tu dis fuck le produit chinois, on va y venir, mais ça va faire mal parce que tu veux plus de produits chinois, ok, mais les Chinois en échange, ils vont dire nous, on veut plus du Made in France. Première entreprise française en France, LVMH. Premier client d'LVMH, la Chine.
Tu enlèves le marché chinois, tu enlèves alors, le vin, champagne et j'en passe, les produits aéronautiques aussi. Voilà, il faut regarder plus loin que le bout de son nez, quoi. Du coup, est-ce que tu es pour le Made in France ou pas? Alors, ça, c'est une bonne question aussi, James. Moi, je suis pour le Made in France. Si on prend pas, attention, le Made in France, moi, je pense l'artisan du coin, tu vois. Moi, bien Ok. sûr que je suis pour l'artisan du coin qui se bat pour faire vivre sa famille, tu vois. Mhm. Ça, c'est certain. Je suis pour consommer local. Tu vois, quand il s'agit de la nourriture, si tu as un artisan qui est près de chez toi, tu as accès à des produits de qualité, bah, tu vas faire travailler un petit artisan qui va nourrir sa famille, nourrir ses employés, qui vont nourrir des familles. Bien entendu, tu vois, je suis pour ça. Maintenant, il y a un gros bullshit sur le Made in France, mais encore une fois, la question à se poser, c'est, vous pensez qu'il y a qui derrière le produit Made in China? Vous pensez que c'est l'usine? Ce n'est pas l'usine qui s'occupe de la distribution et de l'importation du produit. Il y a pas forcément un Chinois. Il y a un importateur qui lui aussi fait vivre des dizaines de familles, des sous-traitants qui vont livrer la marchandise, distribuer la marchandise. Tout ça, voilà, c'est des entreprises françaises. Donc ça, il faut le prendre en compte. Consommer 100% français, c'est perdre énormément de produits d'achat, de pouvoir d'achat. D'accord? On va revenir justement aux chiffres. Quand je dis 300 à 500 euros, je suis gentil. Mhm. À un moment où ça devient compliqué de se chauffer pour beaucoup, est-ce que vous pensez que, on va prendre l'exemple du t-shirt, est-ce que vous pensez que supprimer les t-shirts à 5 euros qu'on importe pour du Made in France, c'est des t-shirts qui vont se retrouver à 30 euros sur le marché, d'accord? Quand j'ai le marché, les commerces en général. Alors certains vont me dire, oui, mais alors sur 30 euros, on va le garder plus longtemps. Peut-être, d'accord. Mais est-ce que vous pensez que pour les familles dans la précarité, ils peuvent se permettre de porter des t-shirts à 30 euros, quoi? Il faut savoir qu'il y a quand même une clientèle pour ces t-shirts-là. OK? Moi, ce que j'apprécie pas, James, c'est la différence de traitement qu'il y a pour une entreprise qui importe de la marchandise et les Mhm. entreprises qui produisent en France. Parce que le plus souvent, ces entreprises-là, elles jouent avec la réglementation, tu vois. Elles prennent les consommateurs pour des pigeons. Donc, ça ne peut pas tourner rond. Il faut, le consommateur, en fait, il n'a pas conscience du commerce international. Mais voilà, ça ne tourne pas rond. Tu ne peux pas souhaiter la mondialisation, l'Europe, une monnaie, l'ouverture des frontières, exporter ton savoir-faire. Et puis en face de ça, souhaiter consommer uniquement Made in France, c'est illogique. Mais encore une fois, c'est un outil politique. Il y a du protectionnisme. En parlant de ça, parce que c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé avec l'Europe et tout ça en France, le protectionnisme a été mis quand même beaucoup en avant. Et selon toi, en quoi, en tout cas dans le business, le protectionnisme, pardon, pourrait être néfaste? Alors, moi, je pense déjà que tu vois, au niveau du Made in France, comme je t'ai dit, c'est un outil politique et le protectionnisme, on manipule le consommateur, si tu veux. Parce que le Made in France, je vais, euh, je vais te reparler du protectionnisme, mais avant, je voudrais juste appuyer sur un point au niveau du Made in France, parce que vous le savez, on en a parlé en vidéo, James. Made Mhm. in France, mais fabriqué en France ne veut pas dire entreprise française. Inversement, Mhm. acheter à une entreprise française ne veut pas dire que les produits seront fabriqués en France. D'accord? Il y a des grandes marques étrangères qui ont construit des usines en France et peuvent aujourd'hui dire on est Made in France. Mais Mhm. tu vois, ce ne sont pas des entreprises françaises. Parce que la prochaine étape, c'est quoi en fait? C'est une fois qu'on va acheter, on va dire maintenant, il faut aussi que l'entreprise soit française, que le patron soit français. Tu vois, on peut Oui, partir très oui. loin, quoi. Ce que Et certains feront sûrement d'ailleurs. exact, hein, exact, hein. Ils vont regarder les investisseurs, qui sont les actionnaires, qui sont les investisseurs. Euh, il y a Origine France Garantie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est encore un nouveau label. C'est plus contraignant et plus classique que le Made in France. C'est mis en place par le gouvernement. Et pour se prévaloir justement de ce label, il faut que le produit soit entièrement fabriqué en France et plus de 50% de la valeur ajoutée soit du produit français. Ça vient contrer le Made in France, si tu veux. Donc, c'est certainement un label que l'on va voir se développer, je Mhm. pense. Tu vois. Mhm.
Parce que le Made in France, c'est quoi le Made in France, hein? Je finis avec ça avant de parler du protectionnisme. La mention Made in France ou fabriqué en France atteste de l'origine du produit. Elle indique qu'une partie significative de la fabrication du produit a été réalisée en France. Le marquage et l'origine aujourd'hui est une démarche facultative et volontaire. Tout le monde peut le faire, d'accord? Dans ton entreprise, tu peux demander à avoir l'appellation Made in France si ça rentre dans les clous, d'accord? Mais il faut savoir que il y a des règles à respecter, on va y venir après, mais au niveau des 50% de la valeur ajoutée, on en a déjà parlé, mais on va revenir dessus. Et ce qu'on appelle en fait, James, le protectionnisme, c'est une politique en fait commerciale dont l'objectif, ça vous l'avez bien compris, on voit bien tous les embûches que moi j'ai eues dans le business quand j'ai importé la marchandise, d'ériger des obstacles aux entreprises étrangères qui souhaiteraient exporter ou s'implanter sur le territoire national, mais aussi sur les entreprises françaises qui importent totalement leurs produits. D'accord? Tu vas être dans le collimateur. Et il y a différents types de mesures protectionnistes, James. La protection de l'économie d'un pays face à la concurrence internationale, elle peut prendre plusieurs formes. Les plus fréquentes sont, pour ceux qui importent, vous en avez conscience, l'instauration des droits de douane. C'est des taxes, c'est-à-dire à l'importation. Les vélos, par exemple, pour protéger la fabrication française, on est taxé à 60% au total. On a également les chariots élévateurs. On va être taxé à 100% au niveau des chariots élévateurs, pour vraiment protéger la fabrication française. On peut voir aussi le durcissement des mesures sanitaires et de protection du consommateur. On pense à tout ce qui est les normes. On va mettre un maximum de normes pour que le produit importé soit difficile. Dans la tête du consommateur, on dit normes, c'est pour protéger le consommateur. Tu vois. Alors, certes, il y a des produits, on a conscience que les normes sont nécessaires, ce sera un peu le bordel dans certains cas, mais on voit très bien qu'il y a des normes qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Et puis, on favorise les producteurs domestiques, par exemple, sur les appels d'offres. L'État va faire appel à des producteurs locaux, d'accord? Et puis, il y a aussi les subventions. Les subventions, quand vous êtes un fabricant, un producteur local, fabricant, je ne vais pas utiliser le terme producteurs locaux, ben là, vous allez avoir toute une ribambelle d'aides, de subventions. C'est pas la peine de frapper. Je me souviens, j'ai contacté la Chambre du commerce après le stage en Chine, d'accord, pour leur proposer collaboration avec la Chambre de commerce. La première chose que l'on m'a dit, c'était d'ailleurs une personne d'origine chinoise qui s'occupe de l'export, la partie importation, pardon. La première chose qu'elle m'a dit, bon, Fabien, ne compte pas sur des subventions, des aides. Je dis, non, je ne vous contacte pas pour ça. Elle me dit, ici, l'import Chine, tu es pointé du doigt. J'ai conscience, ça fait bientôt 20 ans. C'est fou. C'est que ça évolue pas, en fait. C'est ça qui fait peur aussi, des fois. Parce que 20 ans que tu vois ça et que ça évolue de manière différente. Pour revenir à tout ce que tu as dit, est-ce que tu penses que la télé joue aussi un rôle sur la psychologie des Français, de la manière dont ils consomment et de ce qu'ils croient consommer, en fait? Parce que pour beaucoup, tout ce que tu as dit là, Ouais, je pense que le consommateur, il ne comprend rien, James. Il veut on est d'accord. 80% du consommateur, il voit l'étiquette, il est content, tu vois ce que je veux dire. Et il n'a pas conscience qu'on se fout de sa gueule. Hein. Tu vois, quand les gens se foutent de sa gueule, ce n'est pas nous. Hein. Tu vois, Oui, on va oui. prendre l'exemple, j'aime bien prendre l'exemple du niveau. Tu vois, le niveau pour voir si ton mur est droit. Mhm. Produit qui était fabriqué en France, bon, on a décidé d'importer le produit parce que c'est plus intéressant avec la Chine. Et le produit reste totalement 100% made in France. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est même hallucinant. Tout est produit en Chine. Mais il est livré en deux parties. Le bloc en métal plus la bulle. Et il suffit qu'il y ait l'employé en France qui visse. Il y a deux coups de vis, ça prend 5 minutes, et je suis gentil, ça prend 2 minutes, mais ça coûte tellement peu. Le produit en lui-même, la matière première, tu vois, le produit physique, et la main-d'œuvre en France, avec les charges, est tellement élevée que les 50% sont vite, il suffit de bosser quelques minutes, tu vois, et le produit est vendu
100% Made in France. Donc, en fait, tu vois, le consommateur va dire, moi, j'achète ce produit-là parce que c'est une entreprise française. Et en fait, il achète du chinois, tu vois. Ouais, c'est assez fou, hein. C'est assez fou. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, la manière dont tu nous l'as expliqué, donc du coup, tu nous disais qu'il y avait des règles. Et ces règles à respecter, quelles sont ces règles à respecter pour que le produit puisse vraiment avoir cette appellation-là? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent, mais est-ce que tu peux nous dire clairement là-dessus? Alors, avant de parler de ce point-là, je voudrais juste rebondir, James, sur les effets néfastes du protectionnisme, Oui, tu vois. vas-y, vas-y, vas-y. Parce que on te met dans la tête justement des gens qu'il faut consommer des produits français, etc. Mais il y a beaucoup de nombreux économistes qui doutent justement de l'efficacité du protectionnisme. On va prendre l'exemple des droits de douane qui ont été instaurés à l'époque de Trump sur les importations des produits en provenance de Chine, et d'Europe, dans le but de défendre l'emploi aux États-Unis. Parce que logiquement, qu'est-ce que tu te dis? Ça va faire bosser nos entreprises, tu vois, on va consommer français, donc c'est bon pour l'économie française. Mais en fait, une telle mesure, en pénalisant les importations, ça peut en effet créer des emplois nouveaux dans des secteurs euh, qui plus est, qui ne seront pas dérangés par la concurrence, James. Mais il y a des effets secondaires, tu vois, il faut les prendre en compte. Le principal effet secondaire, c'est ce que je te disais au départ, au niveau des exportations américaines, eh bien, en fait, elles risquent de diminuer. Elles ont diminué d'ailleurs, parce que automatiquement, il y a l'instauration des droits de douane qui sont mis en place dans les pays opposés. Ce que je te disais avec la Chine, tu ne veux pas importer nos produits, on va mettre des droits de douane en place, nous aussi, en fait, tu vois, pour freiner, on va interdire ton foie gras, on va interdire ton vin. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un accord avec le vin australien. Le vin australien se vendait beaucoup plus que le vin français parce qu'il y avait des accords, j'ai plus le terme exact, mais il était pas taxé, tu vois, alors que le vin français était taxé en Chine. Tout ça, parfois, c'est des mesures qui vont faire des grosses différences. Parce que même dans le cas où les droits de douane chinois et européens ne seraient pas augmentés, les exportations américaines, elles risquent néanmoins de se contracter. Parce que si tu regardes, il y a un effet en fait sur toute chose. Si les États-Unis importent moins, le dollar s'appréciera. D'accord? Si les États-Unis importent moins, ils achètent moins la devise des autres pays, ce qui rend le dollar plus cher. D'accord? Mmh. L'appréciation de la devise des autres pays, et ben en fait, le dollar rendra mécaniquement les exportations américaines plus chères. D'accord? Ça va être moins intéressant. Et finalement, ça va être plus intéressant pour les Américains avec un dollar, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, avec l'euro-dollar, le Mhm. dollar est plus fort. En fait, c'est intéressant pour eux d'importer les produits français parce qu'ils vont les payer moins cher. Eh D'un ben côté, oui. quand tu veux attaquer via des taxes, etc., ça vient jouer sur ta monnaie, ça influe sur ta monnaie. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Il y a une mécanique, tout ça. Et puis, voilà, il y a les droits de douane, ils n'auront aucun effet négatif supérieur aux effets positifs. Donc, tu crois en fait attaquer cela, mais quand tu as une vision globale, que tu prends de la hauteur, tu te dis, en mettant des droits, etc., des taxes, tu actionnes ta monnaie qui va baisser, tu vois. Ouais, bah, c'est vraiment cette pièce à double facette. Et on prône une facette, mais il y a toujours celle qui est derrière Ouais, qui peut. faut avoir une vision globale. Le consommateur, lui, il va regarder avec le bout de son nez, il va se dire, j'achète français, c'est des mecs qui bossent en France, tu vois. Hmm. Après, ça a des répercussions, quoi. Ok. Donc, Hein. la réglementation, pour rebondir sur ce que disait James, la réglementation en France, les règles à respecter, on en avait parlé justement lors d'un live. Ouais. La mention Made in France ou fabriqué en France, ça obéit à des règles strictes. Ça, il ne faut pas jouer au con avec ça. OK? Il y a, il n'y a pas de législation Made in France ou de loi Made in France à proprement parler. C'est le marquage qui est régi par la réglementation européenne sur l'origine non préférentielle et le code des douanes. Vous pouvez le taper sur Internet pour avoir plus d'infos. Je ne vais pas rentrer sur trop en technique.
La démarche à réaliser pour demander à utiliser le Made in France, vous pouvez la poser directement sur vos produits ou vos outils de communication si vous respectez ces critères de marquage. D'accord? Mais vous devez être en mesure de le justifier s'il y a un contrôle. D'accord? Pour ne pas induire le consommateur en erreur. Et les entreprises qui utilisent cette mention sans respecter les critères du Made in France, là, on ne rigole pas avec les sanctions et c'est des lourdes amendes, d'accord? Là, il faut vraiment être carré quoi, quand tu poses ce genre de sticker. Okay, et les exemples de labels comme le Origine France Garantie, le produit doit prendre ses caractéristiques essentielles en France, entre 50 et 100% du prix de revient unitaire. OK? Et la règle, elle est basique. Hein. La règle, en fait, en France, si tu veux que ton produit s'appelle Made in France alors que tu importes ta matière première, ce n'est pas compliqué. C'est la DGDDI qui estime qu'un produit qui est considéré comme fabriqué en France, lorsque 45% de sa valeur ajoutée est réalisée en France. On prend l'exemple du vélo en Chine, $60 le prix d'un vélo en Chine. Mais en fait, il suffit qu'il y ait je suis gentil, 2 heures de montage avec les charges, 45% de la valeur, on dit 50%, $60, ça fait 30. Un employé avec les charges, etc., on va dire au SMIC, à peu près, voilà, il faut 2 heures de travail, quoi. En 2 heures de travail, donc il suffit en fait que ton employé, par exemple, ait monté le pneu sur la roue, plus assemblé le vélo, et on est sur du Made in France, alors qu'il n'y a absolument rien de Made in France, James. Et le consommateur, il verra que du feu, il va voir le drapeau français, Made in France, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça a toujours fait débat. Je pense sincèrement que la télé accentue ça en vue de ce qui passe aux infos, alors que en termes de produits, je suis vraiment pas convaincu qu'il y ait du Made in France qui soit obligatoirement de meilleure qualité que de l'import. Loin de là, d'ailleurs, pour certains produits. Après, Ouais, parce qu'en fait, James, on va prendre l'exemple de la Chine. On est importateur. Pourquoi on importe un produit? C'est parce que le produit nous coûte moins cher à l'import que si on devait l'acheter à une usine française, parce que sinon, on l'achèterait directement à l'usine française. Donc, automatiquement, il y a des produits qui vont être de qualité moindre. Tu vois ce que je veux dire? Si le produit, si le produit en question existe en France, on va prendre un iPhone, il n'y a pas moyen, c'est pas fabriqué en France, on est obligé de l'importer. Mais sinon, on va prendre l'exemple d'un canapé, par exemple. Tu vas fabriquer en France ton canapé, il va coûter 3 fois le prix ou 4 fois le prix minimum, je suis gentil, hein, que si tu l'achetais en Turquie. Donc, on n'aurait pas forcément intérêt d'importer du canapé. Par contre, si tu prends du canapé au même prix que le canapé français, c'est-à-dire le canapé français, il est à 1 000 €. Achète un canapé à 1 000 € en Turquie ou en Chine, tu risques quand même d'avoir une qualité supérieure à la France, James. Parce qu'ils sont capables de faire du produit de très bonne qualité. C'est ça surtout, je trouve, qui est vraiment flagrant et qui est erroné chez la plupart des gens. Ils ne se rendent pas compte de ça et qu'effectivement, ces autres pays, et notamment la Chine ou la Turquie, ont des produits d'excellente qualité. Exactement. Et la main-d'œuvre est qualifiée aussi. On n'est plus sur la Chine des années 60 et 70. La Chine, c'est produire il y a des produits de luxe aussi qui sont faits en Chine aujourd'hui. Et tu as aussi des marques. Prenons l'exemple mettez-moi dans le chat, les amis, j'ai oublié le nom, mais les drones, la marque qui se vend le plus. C'est pas déjà ouais. Exactement, DJI. Et bien en fait, c'est une marque chinoise au top, quoi, tu vois. Mais l'iPhone est fabriqué en Chine, de toute façon. Voilà, il n'y a plus de problématique. Encore une fois, c'est l'importateur qui achète de la merde. Et les importateurs qui cherchent automatiquement, eux, c'est du prix, ils achètent. Chose que je vous ai acheté jamais du prix. Et les personnes, c'est le prix, le prix, le prix. En fait, quand tu tires tes prix, il faut savoir que les Chinois ne diront jamais non. OK? Ça, c'est vraiment une caractéristique des Chinois. Les Chinois vont te dire, voilà, j'ai des AirPods,
c'est 2 $. Ah, mais moi, je veux à 1,50 $. Bon, bah, on va te le faire. Combien tu en veux? OK. Ils vont te le faire à 1,50 $ si c'est une grosse quantité. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu vois, il ne va pas falloir comparer avec le produit d'origine. Hmm. Ce ne sera pas la même chose. Moi, je vais finir sur ça, les amis. Il y avait un Belge, un confrère importateur, qui lui achetait du prix. Lui, c'est très simple. Il y avait un quad enfant en 110 cm3. À l'époque, il fallait compter 280 $ pour quelque chose de bon, 250 $ pour un produit merdique. Okay, moi, je prenais toujours entre 280 et 300 pour être tranquille, l'image de marque. Lui, il arrivait, moi, je veux un quad à 200 $. Je veux être le moins cher. Je veux attaquer tout le monde par le prix. Je veux que les mecs viennent me chercher de la marchandise, etc. Moi, je veux un quad à 200 $. Je vous promets, le quad à 200 $, il a été fait. Le quad a été fait. Alors, au niveau des normes, il y avait rien. Sincèrement, je n'aurais jamais importé ça parce que ça ne passe pas. Mais il les a importés quand même. Bon, voilà. Il a certainement eu de la chance. Mais moi, j'ai eu le client qui est venu. Il a vendu un quad à un particulier. Pour vous dire, le particulier n'arrivait pas à démarrer le quad déjà. C'est bon signe. Il a ramené le quad chez nous. Pendant qu'on a essayé de démarrer son quad, il a comparé son quad avec la production que j'avais. Hop, il m'a dit, est-ce que vous pouvez reprendre mon quad, me faire comment dire, un rachat du quad? Il n'a jamais roulé, il n'a pas réussi à le démarrer. Et je vous achète un quad. Je lui dis, vous êtes sympathique, même avec tous les efforts du monde, je ne peux pas vous acheter ce quad-là, mis à part le moteur. Il n'y a rien qui est utilisable, ce n'est pas les pièces que j'utilise. Le système de freinage, c'est un système de freinage pour les pocket bikes. Les pocket bikes, c'est un produit qui fait 20 kilos, d'accord? Le quad, c'est un produit qui en fait 60 ou 80 plus le poids de l'enfant. Et ce n'est pas fait pour freiner sur un quad, ce n'est pas fait pour ça. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune pièce que j'utilisais, peut-être le carénage, oui, et le moteur. Mais ça ne m'intéressait pas, le cadre était aussi beaucoup plus fin. Donc finalement, j'ai acheté le quad. Je l'ai acheté 100 €, d'accord. J'ai fait un avoir de 100 € sur mon produit. C'était le prix du moteur. Le reste, on s'en est pas occupé. On a juste gardé le moteur. Et le client a dit, voilà, j'ai acheté du prix. J'y connaissais rien. J'étais sur Internet. Moi, j'ai vu la photo a ressemblé. Je ne suis pas un spécialiste. Je vois deux produits qui ont le même carénage. J'en vois un qui coûte 699. J'en vois un 399. Les calculs étaient vite faits. Mais après, quand tu mets les produits l'un en face de l'autre, c'était le jour et la nuit, quoi. Et voilà, un importateur qui cherchait du prix, tout simplement, quoi. Donc déjà, comme quoi, il faut bien commencer avec une bonne vision et une bonne attitude dans le business parce que tu peux être confronté à des choses comme il a fait là. Et je pense que pour un business périn, je ne sais pas toi en tant qu'expert, mais pour avoir un business périn, tu ne peux pas réfléchir comme ça, on est bien d'accord. Non, 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 non. Et c'est pour ça que je vous répète, parfois entre la qualité basse, lui, c'était de la qualité merdique, hein, on range le dossier, mais Ouais. entre de la qualité basse et de la bonne qualité, parfois, les amis, c'est 10, 15 $ de différence. Je prends sur un quad, hein, d'accord? Donc, en fait, c'est quelques pourcents. Et pour votre image, moi, je l'ai fait, en fait. Je faisais l'erreur. Il y avait une usine qui vendait un modèle 10 $ moins cher. Je calculais 10 $ par 150. Ça me fait gagner 1005. C'est une belle économie. Mais en fait, tes 1005, ton image de marque, elle est dégradée. Ton SAV, il va être débordé. Tu vas gérer des clients mécontents et c'est normal. Mais en fait, tu te rends compte avec le coût de la main-d'œuvre, ça va te coûter déjà tes 1005, ça va te coûter 3000 en SAV. OK? Et puis après, aussi des clients qui ne reviendront pas et qui vont parler. Vous savez très bien qu'un client qui est content, il en parle à une personne. Un client qui n'est pas content, il en parle à 5. C'est les Mmh. ratios, quoi. Totalement.